Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. À la une de l'actualité, la crise libyenne, un an après le lancement par l'ONU d'un processus de négociation pour tenter de réconcilier les deux camps rivaux. Nous verrons que les appels se multiplient pour que soit conclu un accord politique capable de sortir le pays de la situation actuelle. Libreville, capitale du Gabon, plaque tournante des grands événements économiques. Après l'organisation du forum de l'African Growth and Opportunity Act, le pays abrite le New York Forum Africa qui a officiellement débuté ce vendredi. Art plastique au Congo, l'école de peinture de Poto-Poto, créée en 1951, ambitionne, en dépit des difficultés, de dynamiser ses activités. Nous verrons par quels moyens elle entend atteindre cet objectif. La Libye est en proie au chaos depuis 2011 avec des violents affrontements entre groupes armés rivaux. Parallèlement, deux gouvernements et parlements se disputent le pouvoir. La crise perdure et la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. On fait le point avec Deo Gracia Sokpodo. Mercredi 26 août 2015, à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation en Libye, le représentant spécial du secrétaire général de l'organisation dans le pays s'est voulu optimiste. Depuis plusieurs mois, Bernardino Léon mène des négociations en vue d'obtenir un accord pour un gouvernement d'union nationale. Optimisme sur le plan politique, mais inquiétude sur le plan humanitaire. Près de 2 millions de personnes en Libye ont besoin d'aide en raison du conflit qui oppose les groupes armés. Au niveau national, l'ampleur de la souffrance humaine est énorme dans un pays qui compte de grandes réserves de pétrole, en plus d'un fort potentiel économique. Selon les différents organismes des Nations Unies, on estime que 1,9 million de personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence pour répondre à leurs besoins en matière de soins de santé de base. La communauté internationale est exhortée à développer au plus tôt une stratégie de soutien aux autorités libyennes en vue d'éliminer la menace des groupes islamistes. Les groupes armés continuent d'enlever des civils en raison de leur opinion ou de leur appartenance politique. Le message adressé aux dirigeants libyens est clair. Il n'y a tout simplement aucune autre alternative à l'action unifiée et collective si les Libyens veulent réussir à prévenir une répétition de l'avancée critique de Daesh. Les Nations Unies appellent donc à la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale pour une durée d'au moins 1 an. Bernardino Léon espère organiser une nouvelle rencontre de négociation d'ici à la première semaine de septembre 2015. La dernière session en date s'était tenue les 11 et 12 août 2015 à Genève. Sommet économique panafricain au Gabon, la 4e édition du New York Forum Africa 2015 a ouvert ses portes ce vendredi. Le président Ali Bongo Ondimba a particulièrement insisté sur le rôle que doit jouer la jeunesse dans le développement du continent. Les précisions d'Ibra Khadindiaye et Lizalsi Akizimana. Libreville, la capitale gabonaise, accueille depuis ce vendredi 28 août le New York Forum Africa 2015. Près de 2000 participants prennent part à la 4e édition qui a réuni plusieurs personnalités politiques, mais surtout des acteurs économiques venus de par le monde. Objectif de cette 4e édition, promouvoir le potentiel de la jeunesse africaine. Plus de 60% des Africains ont moins de 30 ans. Au Gabon, c'est 42% de la population qui a moins de 15 ans. Vis-à-vis d'eux, qui constituent l'avenir de nos pays, nous avons une responsabilité particulière. Nous devons en effet créer les instruments qui permettront aux jeunes Africains de s'instruire, se former, travailler, d'investir en Afrique. Cette année, le New York Forum Africa a pour thème « Investir dans l'énergie du continent », un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants et qui offre un fort potentiel en matière d'énergie renouvelable. Le forum se veut être une plateforme de rencontres et d'affaires entre acteurs économiques et politiques, avec comme priorité la valorisation des ressources du continent. J'ai souhaité démarrer cette 4e édition du New York Forum Africa avec ces réalités pour mettre l'accent sur probablement la plus belle et la plus importante ressource de l'Afrique. Et je pense, comme l'a dit notre ami nigérian, qu'elle a été négligée pendant des décennies. Ce sont ses habitants, ce sont les Africains. Et aujourd'hui, je voudrais juste lancer un message sans aucune démagogie. Les Africains sont optimistes, les Africains sont inventifs, les Africains sont le moteur et sont, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président de la République, dans le thème de ce New York Forum Africa, l'énergie de ce continent.
Nouveauté de cette 4e édition, la mise en place de nouveaux marketplaces, lieux de rencontres traditionnels et virtuels, permettant aux participants de fixer des rendez-vous individuels avec les parties prenantes gabonaises et les entreprises internationales. Au Bénin, la mairie de Cotonou a accordé un moratoire de 2 semaines aux conducteurs de taxi-moto pour s'acquitter de leurs droits de taxi. L'opération de collecte de cette taxe lancée par la mairie le mardi 25 août n'a pas été acceptée par les conducteurs qui du coup ont opposé une résistance. Les explications dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. La collecte du droit de taxi, objet de malentendus entre les conducteurs de taxi-moto et la mairie de Cotonou depuis le 25 août 2015. Instituée par la loi des finances depuis quelques années, cette taxe perçue sur chaque conducteur permet à la municipalité de disposer des moyens nécessaires pour la mise en œuvre des actions en faveur du bien-être de la population. Depuis 2013, le taux de recouvrement de cette taxe est en constante baisse malgré le nombre croissant de conducteurs. De janvier à mi-août 2015, la mairie n'a pas pu procéder à la collecte de la dite taxe en raison de la tenue des élections législatives, communales et locales. Une période jugée sensible par les autorités municipales pour une telle opération. C'est une année un peu sensible. C'est pour cela que nous n'avions pas fait l'action en recouvrement en mars ni en juin, et que c'est seulement maintenant que nous faisons la première opération. Mais compte tenu du retard qu'on a pris, le temps n'a pas suffi pour qu'ils fassent la sensibilisation qu'il faut sur les parcs avec eux. Donc il me semble qu'il y a un effet de surprise qui a fait que ça a dégénéré, comme vous l'avez constaté. Et nous avions eu une réunion avec immédiatement, le même jour on a sursis. Les deux parties se sont entendues au thème d'une séance de travail. Les conducteurs de taxi-moto Zémidjan ont obtenu un moratoire de 2 semaines pour se mettre en règle. Mais cette décision suscite encore de nombreuses réactions dans le rang des conducteurs de taxi-moto. Nous avons appris par la voie de presse qu'ils ont donné 2 semaines. Jusqu'à présent, nous-mêmes n'avons pas en connaissance de cette décision. Donc, les syndicats aussi n'ont rien dit de ça. Donc, on est là, on va voir dans les 2 semaines si vraiment ils pourront agir. Quand on nous parle de 2 semaines de moratoire ou bien de 2 semaines de négociation, moi je ne sais même, on ne sait même pas avec qui ils sont en train de négocier, avec quel syndicat. Il faudrait que dès que le gouvernement ou bien la mairie prendra tous ces sous, on voit la réalité sur le terrain. La taxe a été récemment revue à la baisse par la mairie de Cotonou. 400 francs CFA au lieu de 600 francs CFA par mois. Plus de 160 000 conducteurs de taxi-moto sont recensés dans la capitale économique Cotonou. L'école de peinture de Poto-Poto à Brazzaville au Congo souhaite redynamiser ses activités. Malgré son passé glorieux, les peintres de l'établissement se battent au quotidien pour entretenir ce site ainsi que sa réputation. Reportage de notre envoyé spécial au Congo, Narcisse Nombe. Sous ce toit vert se cache la plus ancienne et la plus célèbre école de peinture d'Afrique subsaharienne, l'école de peinture de Poto-Poto. Situé dans l'un des quartiers populaires de Brazzaville au Congo, ce temple des arts plastiques favorise depuis plus de 60 ans l'éclosion de nombreux talents. De Félix Ossali, le premier élève de cette école créée par Pierre Lotz en 1951 à la génération actuelle, les styles et techniques utilisés se diversifient. Des Mickey, individus de petite taille en lingala peints par les premiers élèves, aux portraits et autres œuvres abstraites, on passe du réalisme au fantastique. Une marque de fabrique qui attire chaque année de nombreux apprenants. L'école de peinture Poto-Poto est une grande école qui est reconnue mondialement partout. Et il y a des grands peintres. La majorité des grands peintres congolais renommés sont passés par cette école. Je me suis dit, dans mon parcours, puisque je suis en train de... je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire dans cette école pour que j'ai un bon parcours. Tout d'abord, je peux dire que c'est un don que j'avais depuis la naissance. Et pourquoi je suis venu ici pour l'exploiter. Il y a plusieurs styles qu'on apprend. Il y a la peinture à huile, il y a aussi la peinture à eau, et il y a aussi, comment dire, la peinture à sable. La gestion au quotidien et la suivi de l'école de peinture de Poto-Poto sont assurés par un collectif d'artistes, malheureusement privés des subventions de l'État. Comme chez nous, on dit Congo Mouké, Isali Congo Mounene. Donc le petit Congo que vous voyez, c'est un grand Congo, vu ce qu'il est. Mais l'école de peinture de Poto-Poto, c'est autant. Vu ce qu'on est, nous ne devrons pas être comme ça. Nous ne devrons pas être comme ça. Seul, on ne peut rien faire. Et demander, on a tellement demandé, mais après on a compris que trop parler nuit, c'est comme si je prenais mon doigt et je me mettais entre les corps et l'arbre.
L'école de peinture de Poto-Poto, qui reçoit chaque année une dizaine d'apprenants, a été honorée en 2002 en recevant la médaille Picasso de l'UNESCO. Ces œuvres, dont les prix oscillent entre 10 000 et plusieurs millions de francs CFA, font le tour du monde depuis plus de 50 ans. 30% de chaque tableau vendu sont reversés dans une caisse dédiée au fonctionnement de cette structure. Ces créations font également le bonheur de nombreux musées africains, à l'instar de la grande fresque du Musée national de Yaoundé au Cameroun. L'Angola, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont validé jeudi leur billet pour les demi-finales de l'Afrobasket 2015. Les Sénégalais atteignent les demi-finales pour la seconde fois de suite et seront opposés aux D-Tigers du Nigeria, une équipe qu'ils avaient battue en quart de finale de l'Afrobasket 2013. Le Nigeria, lui, se qualifie pour les demi-finales pour la seconde fois depuis 2011. Suivra ensuite, toujours ce samedi, la Tunisie, hôte de la compétition, qui sera opposé au champion en titre, l'Angola. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.